Il avait l'air d'un vieil homme inoffensif, mais derrière ce visage ridé se cachait un monstre. En 1928, une petite fille disparaît sans laisser de traces. Ses parents espèrent encore, jusqu'au jour où une lettre venue de l'enfer leur révèle l'horreur. Albert Fish n'est pas un simple tueur. C'est un ogre moderne. Un homme dont les crimes dépassent l'entendement, un cannibale qui se réjouit de sa propre exécution. Un monstre ou l'incarnation du mal absolu? Découvrez l'histoire glaçante d'Albert Fish, un nom que l'histoire elle-même n'a jamais réussi à enterrer. Regardez jusqu'au bout. Certains cauchemars ne s'éteignent jamais. Âme sensible s'abstenir? Les rues de Washington étaient bruyantes et poussiéreuses en cette année 1870, mais derrière les façades de pierre et de bois, dans une maison sombre et silencieuse, venait de naître un enfant dont le nom entrait l'histoire. Hamilton Howard Fish. Un nom banal pour un enfant qui ne l'était pas. Dès son premier souffle, une ombre semblait peser sur lui. Sa famille était marquée du sceau de la folie. Un père absent, une mère tourmentée, des proches enfermés dans des asiles, murmurant des choses que personne ne voulait entendre. Il grandit dans une atmosphère de peur et d'instabilité, où les cris des adultes résonnaient plus fort que les berceuses. Très tôt, le destin s'acharna sur lui. Son père mourut alors qu'il n'avait que 5 ans, laissant sa mère seule, sans argent, sans espoir. Incapable de s'occuper de lui, elle le confia à un orphelinat, un endroit que l'on ne décrivait jamais autrement que par des silences gênés et des regards fuyants. C'était là, entre ces murs glacés, que le petit Hamilton Fish comprit une vérité qui allait façonner son existence. La douleur et le plaisir peuvent se confondre. Les coups pleuvaient dans l'orphelinat. Les enfants étaient fouettés, humiliés, poussés à bout. Les plus forts devenaient bourreaux, les plus faibles des proies silencieuses. Mais Fish ne pleurait pas comme les autres. Il ne suppliait pas. Il apprit à aimer la douleur. Les sévices lui procuraient une sensation qu'il n'arrivait pas à comprendre, un frisson étrange qui remontait le long de son échine. Il observait les autres enfants, leur corps tremblant, leur visage ravagé par les larmes, et il se demandait pourquoi lui n'avait pas peur. Pourquoi, lorsqu'un bâton de bois s'abattait sur lui, il sentait quelque chose d'autre que la souffrance. Les années passèrent et le garçon maigrelet devint un adolescent aux yeux cernés. Il quitta enfin l'orphelinat, mais ce qu'il y avait appris ne le quitta jamais. Il emporta avec lui ce secret, cette perversion grandissante, un désir qu'il ne comprenait pas encore mais qu'il habitait comme une bête tapie dans l'ombre. Hamilton Howard Fish avait cessé d'exister. Bientôt, il ne serait plus qu'Albert Fish, un nom qui ferait frémir l'Amérique entière. Les années avaient passé, et Albert Fish n'était plus ce garçon malingre et silencieux de l'orphelinat. Il était un homme désormais, un homme comme les autres en apparence. Il marchait dans les rues de New York, le dos légèrement voûté, un air effacé, insignifiant. Un père de famille, un travailleur honnête, un homme poli et discret. Personne ne se méfiait de lui. Mais derrière ce masque de respectabilité, un monde obscur s'agitait. Il s'était marié, avait eu des enfants, bâti une vie que l'on aurait pu qualifier de banale. On le voyait conduire ses fils à l'église, leur serrer la main avec douceur, leur raconter des histoires avant de les coucher. Mais la nuit, dans l'obscurité de sa chambre, le monstre qu'il cachait en lui se réveillait. Albert Fish découvrit que la souffrance l'obsédait plus que jamais. La douleur était devenue un besoin, un rituel. Il s'infligeait des supplices que personne ne pouvait imaginer. Il enfonçait des aiguilles sous sa peau, les plantant profondément dans son bassin, les laissant là, cachés sous sa chair comme des secrets silencieux. Il se flagellait, se brûlait, savourait chaque décharge de douleur comme une prière secrète. Mais ce n'était pas suffisant. Ce qui l'excitait le plus, ce qui l'attirait irrésistiblement, c'était la souffrance des autres. Il commença à errer dans les rues, observant les enfants jouer. Il ne voyait pas l'innocence, il ne voyait pas la joie. Il voyait des proies. Les petites mains délicates, les jambes fragiles, les regards pleins de confiance. Tout cela éveillait en lui un désir qu'il peinait encore à comprendre. Il se contentait d'abord d'observer, de savourer ces moments où il se savait invisible,
caché derrière son sourire de vieil homme inoffensif. Mais bientôt, regarder ne lui suffirait plus. Un jour, il franchit une ligne. Il trouva un enfant isolé, l'attira avec une promesse, un bonbon, un billet froissé. Ce ne fut qu'un début. Albert Fish venait d'ouvrir une porte qu'il ne refermerait jamais. Et derrière cette porte, il n'y avait que l'horreur. Les rues de New York grouillaient de vie, bruyantes, chaotiques, indifférentes. Dans l'effervescence de la ville, personne ne faisait attention à un vieil homme aux cheveux gris, aux traits fatigués, vêtu d'un costume élimé et d'un chapeau trop grand. Il marchait lentement, une canne à la main, le regard perdu. Un pauvre vieillard sans défense, inoffensif. Mais sous cette apparence, Albert Fish était en chasse. Lentement, patiemment, il errait dans les quartiers les plus pauvres, là où les enfants couraient sans surveillance, là où un gamin pouvait disparaître sans que personne ne pose trop de questions. Il savait comment leur parler, comment gagner leur confiance. Un sourire bienveillant, une voix douce, une promesse d'un bonbon, d'un sou, d'une aventure. Tu veux voir un tour de magie? J'ai trouvé un petit chat, il a l'air perdu. Tu veux m'aider à le ramener chez moi? Parfois, il leur offrait de la nourriture. Il adorait les voir manger. Les petits doigts qui attrapaient le pain, les lèvres qui mâchaient sans se douter du piège. C'était un rituel. Une dernière douceur avant l'horreur. Puis venait l'instant où il refermait ses doigts noueux sur un poignet fragile. Le piège se refermait. Là, dans le secret d'une pièce verrouillée, le masque tombait. Il n'était plus le vieillard affable, il n'était plus qu'une bête. Il aimait voir la peur naître dans leurs yeux, la panique s'emparer de leur petit corps. Les larmes, les cris, les supplications ne le touchaient pas. Au contraire. Albert Fish ne cherchait pas seulement à tuer. Il voulait briser. Briser l'âme avant le corps, plonger ses victimes dans un abîme de terreur où même la mort semblait être une délivrance. Il prenait son temps, il savourait. Il écrivait même des lettres détaillées sur ses actes, se repaissant de l'horreur qu'il avait créée. Et quand enfin le silence retombait, il n'était pas rassasié. L'appétit de l'ogre ne faisait que grandir. Les ombres de New York cachaient des monstres. Mais Albert Fish n'était pas qu'un monstre de chair et de sang. Il était un spectre, un esprit malade qui s'insinuait dans l'âme des vivants, même longtemps après que ses mains aient cessé de serrer, de lacérer, de tuer. Car Albert Fish aimait la terreur. Pas seulement celle qui s'imprimait sur les visages de ses victimes, mais celle qui persistait bien après leur mort, celle qui rampait dans l'esprit des vivants, s'insinuait dans leurs rêves, transformait chaque silence en menace. C'est ainsi que commencèrent les lettres. Des feuilles jaunies, rédigées d'une écriture tremblante mais appliquée. Des mots soigneusement choisis, où chaque phrase, chaque détail, n'était pas là par hasard. Il écrivait pour prolonger l'horreur. Il écrivait pour que la peur ne s'éteigne jamais. Ses premiers mots furent des confessions. Il ne cherchait pas à nier ses crimes, au contraire, il les racontait avec une précision abominable. Il décrivait les actes avec une minutie chirurgicale, expliquant la douleur, le temps qu'il prenait, la façon dont ses victimes se débattaient, la lueur de terreur dans leurs yeux juste avant la fin. Puis vinrent les lettres anonymes, celles qu'il envoyait à des familles innocentes, à des parents qui cherchaient encore leur enfant disparu. Un jour, une mère reçut une enveloppe sans expéditeur. Elle l'ouvrit d'une main tremblante et lut. « Votre petite fille était délicieuse. » Et c'était tout. Ailleurs, une autre lettre arriva chez une famille déjà en deuil. Elle a pleuré au début. Puis elle a supplié. Et quand elle a compris que rien ne changerait son destin, elle a arrêté de parler. Juste avant que je l'ouvre en deux, chaque mot était une arme. Chaque phrase creusait plus profondément l'abîme du mal. Albert Fish ne voulait pas seulement tuer. Il voulait hanter, posséder l'esprit de ses victimes et de ceux qui les avaient aimés. Dans l'obscurité de sa chambre, assis à son bureau bancal, il trempait sa plume dans l'encre, traçait ses lettres comme d'autres traçaient des prières. Mais lui ne priait pas pour la rédemption. Il priait pour que son ombre ne quitte jamais ce monde. Les rues de New York étaient moites en ce printemps de 1928.
La chaleur collait aux vêtements, la ville grondait d'un tumulte incessant. Dans un petit appartement modeste du quartier de Manhattan, la famille Budd vivait avec peu de moyens, mais beaucoup d'espoir. Ce matin-là, le jeune Edward Budd, 18 ans, avait décidé de prendre son avenir en main. Il voulait travailler, aider sa famille, prouver qu'il pouvait être un homme. Il posta une annonce dans le journal, simple et directe. Jeune homme cherche emploi à la ferme. Fort et travailleur. Disponible immédiatement. L'espoir, ce jour-là, entra par la porte sous une forme insoupçonnée. Un vieil homme fragile, aux cheveux gris clairsemés, vêtu d'un costume usé mais propre, pénétra dans l'appartement des Budd. Il souriait, un sourire édenté et bienveillant, ses yeux bleus pâles pétillaient sous ses sourcils blancs. Il se présenta comme Frank Howard, un fermier en quête d'un ouvrier robuste pour l'aider sur ses terres, loin de l'agitation de la ville. Il parlait doucement, avec gentillesse, avec une autorité paternelle. Il séduisit la famille Budd en quelques minutes à peine. Il leur raconta son histoire, il possédait une grande ferme dans l'État de New York, il avait 6 enfants qui l'attendaient chez lui. Il avait besoin d'un garçon travailleur, et Edward lui semblait parfait. La mère, Delia Budd, fut immédiatement rassurée. Un bon travail, un patron respectable, la promesse d'une vie meilleure pour son fils. Elle n'avait aucune raison de douter. Elle ne savait pas que cet homme n'avait ni ferme, ni enfant, ni emploi à offrir. Que sous ce masque de grand-père affable se cachait l'un des monstres les plus atroces que l'Amérique ait connus. Elle ne savait pas que ce n'était pas son fils qu'il était venu chercher. C'était sa fille. Grace Budd. 8 ans. Un sourire d'ange, des cheveux noirs bouclés, une robe blanche et des souliers impeccables. Le vieillard l'observa longuement, son regard s'attardant un peu trop sur son visage, sur ses bras frêles, sur ses mains de petite fille. Mais il continua de jouer son rôle. Il fit semblant d'hésiter. Il annonça qu'il reviendrait quelques jours plus tard pour emmener Edward à la ferme. Puis, il revint. Et ce jour-là, il avait un autre plan. Il expliqua qu'il devait assister à l'anniversaire de sa nièce et proposa d'emmener Grace avec lui. Il y aura des jeux, des bonbons, du gâteau. Elle va s'amuser. Les parents hésitèrent. Mais l'homme inspirait confiance. Un grand-père bienveillant. Un homme respectable. Pourquoi refuserait-il à leur petite fille une simple fête d'anniversaire? Alors, avec un sourire et une caresse sur la joue, Delia Budd laissa sa fille partir. La dernière image qu'elle garda de Grace fut celle d'une enfant qui s'éloignait en sautillant, insouciante, main dans la main avec Albert Fish. Le soir venu, Grace ne revint pas. La mère attendit, inquiète. Puis la nuit tomba. Puis une autre nuit. Puis une semaine. L'angoisse devint une certitude. Elle ne reviendrait jamais. Albert Fish avait disparu. Et avec lui, le dernier souffle de la petite Grace Budd. Le train quittait New York en cahotant sur les rails de fer, s'éloignant lentement du tumulte de la ville pour plonger dans les campagnes silencieuses. À l'intérieur, assise sur un banc de bois, Grace Budd balançait doucement ses jambes, un sourire aux lèvres. Elle était heureuse. L'homme à côté d'elle lui avait promis une belle fête, avec d'autres enfants, des jeux et des bonbons. Il lui parlait doucement, comme un grand-père affectueux, lui demandait si elle aimait les gâteaux, si elle voulait voir un joli paysage avant d'arriver. Elle acquiesçait de sa petite voix. Mais il n'y avait pas de fête. Pas d'enfants. Juste une vieille maison délabrée, isolée au cœur des bois de Wisteria, loin de tout regard. Le voyage dura des heures. Chaque minute, chaque seconde, rapprochait la fillette de l'indicible. Quand ils arrivèrent enfin devant la bâtisse, le sourire de Grace vacilla. Il n'y avait pas de musique. Pas de ballon, pas de rire d'enfant. Juste le silence pesant des arbres morts et la silhouette inquiétante de cette maison où personne ne semblait vivre. Albert Fish lui tendit la main. Et, docile, elle la prit. À l'intérieur, tout était sombre et froid. L'homme referma la porte et tourna la clé dans la serrure. Un bruit sourd, définitif. Puis, il posa son chapeau sur une chaise, retira lentement sa veste, et se retourna vers la petite fille. Sa voix avait changé. Il n'y avait plus cette douceur feinte, plus cette chaleur trompeuse. Il lui demanda d'enlever ses vêtements. Elle refusa. Elle voulut courir vers la porte, mais il était déjà là.
Ses mains osseuses la saisirent, l'empêchèrent de bouger. Les premiers cris résonnèrent dans la pièce vide. Personne ne pouvait les entendre. Personne ne viendrait. Le crime de Grace Budd fut d'une monstruosité sans nom. Albert Fish ne voulait pas seulement la tuer. Il voulait savourer chaque instant. Dans cette maison perdue au milieu des bois, il prit un couteau et une hache, et il commença son rituel. Il n'y eut pas de coup rapide, pas de délivrance immédiate. Il la fit souffrir. Il regarda chaque frisson de douleur parcourir son petit corps. Il écouta chaque cri, chaque sanglot, chaque supplication. Il prit son temps. Et quand enfin elle ne bougea plus, il n'en avait pas terminé. Lentement, méthodiquement, il la découpa. Il déposa chaque morceau sur un chiffon blanc, comme un boucher organisant sa viande. Puis, il alluma un feu. Il s'empara d'une poêle. Et il fit cuire la chair de la petite Grace Budd. Ce soir-là, il mangea lentement, savourant chaque bouchée, convaincu que la pureté d'un enfant pouvait le nourrir, le fortifier. Les jours passèrent. La maison de Wisteria resta silencieuse. Le corps de Grace Budd ne serait jamais retrouvé. Seule une ombre restait derrière ces murs, une odeur persistante, celle du mal absolu. Albert Fish, lui, reprit le train pour New York, comme si rien ne s'était passé. Comme si le monstre n'avait jamais existé. Les années avaient passé. La ville avait continué de vivre, indifférente, oubliant peu à peu le nom de Grace Budd. Mais sa famille, elle, n'avait rien oublié. Chaque matin, Delia Budd ouvrait les yeux avec la même douleur. Chaque soir, elle refermait les volets en sachant que sa petite fille ne reviendrait jamais. Elle rêvait encore d'elle. Elle la voyait courir dans le jardin, elle entendait son rire résonner dans la maison. Mais au réveil, il ne restait que le vide, un silence oppressant. Et puis, un matin de novembre 1934, 6 ans après la disparition de Grace, quelqu'un frappa à la porte. Un bruit sec, métallique. Comme un présage. Delia Budd ouvrit la porte. Personne. Seulement une enveloppe jaunie posée sur le seuil. Elle la ramassa, surprise par sa texture. Le papier était rugueux, sale, usé par le temps. Elle la tourna entre ses doigts tremblants. Aucune adresse d'expéditeur. Un mauvais pressentiment lui serra la poitrine. Elle la déchira et en extirpa une lettre rédigée d'une écriture fine et tremblante. Elle commença à lire. Et la pièce autour d'elle se mit à vaciller. « Chère Madame Budd, ce fut un beau dimanche après-midi quand je suis venu chez vous et que j'ai vu votre petite Grace. Dès cet instant, j'ai su que c'était elle que je voulais. Je l'ai emmenée chez moi, dans cette maison vide. Je lui ai demandé d'enlever ses vêtements. Elle a pleuré. J'ai attendu. Puis, quand elle a été nue, je l'ai frappée. Encore et encore. Son petit corps s'est effondré. Je l'ai découpé en morceaux. J'ai gardé les meilleurs morceaux pour moi. Je l'ai cuisiné avec soin. J'ai préparé un ragoût avec ses mains et ses pieds. Sa chair était tendre et sucrée. Pendant 9 jours, je l'ai mangée. Elle était délicieuse. Un hurlement déchira la maison Budd. Delia lâcha la lettre. Ses jambes fléchirent sous elle, et elle s'effondra au sol, la respiration coupée, étranglée par une douleur trop immense. Son mari accourut. Il ramassa la feuille, parcourut les lignes d'un regard fébrile. Lorsqu'il atteignit les derniers mots, son visage se vida de son sang. Il tituba en arrière. Puis il se rua vers l'évier et vomit violemment. Les autres enfants se réveillèrent en sursaut. Ils accoururent, trouvant leur mère en larmes, recroquevillée sur le sol, et leur père secoué de spasmes. Ce matin-là, la maison Budd bascula dans un nouvel enfer. L'espoir, même mince, que Grace soit vivante s'éteignit brutalement. Mais au-delà de la douleur, cette lettre allait changer le cours de l'histoire. L'inspecteur William King tenait la lettre entre ses mains gantées. Il l'avait lue plusieurs fois, mais à chaque lecture, un frisson d'horreur le parcourait. Il avait vu des scènes de crimes atroces. Il avait traqué des meurtriers, croisé des psychopathes. Mais il n'avait jamais rien lu de tel. Chaque phrase était une plongée dans l'abîme.
Un aveu sans remords, sans pitié, sans conscience. Albert Fish ne se contentait pas d'avoir tué. Il avait dégusté. Il avait savouré. Et pire encore, il prenait plaisir à raconter. Cette lettre n'était pas seulement une confession. C'était une célébration. Le monstre voulait que la famille sache. Qu'ils imaginent. Qu'ils voient, dans leur cauchemar, ce qu'il avait fait. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette lettre allait aussi être son erreur fatale. Les enquêteurs scrutèrent chaque détail. Le papier était vieilli, l'encre légèrement effacée par le temps, mais l'écriture était nette, trop nette. Le tueur avait voulu que tout soit parfaitement lisible. Puis un détail attira leur attention. Le timbre. Il venait d'un hôtel de la ville. Un hôtel miteux, un repère pour les oubliés, les fantômes de la société. Les policiers se rendirent immédiatement sur place, montrèrent la lettre aux employés. Puis un nom ressortit. Albert Fish. New York, décembre 1934. L'hiver s'était installé, recouvrant les rues d'un voile gris et glacé. Les passants frissonnaient sous leurs manteaux, pressés de rentrer chez eux, ignorant que parmi eux, un monstre marchait encore librement. Un ogre aux cheveux blancs. Un vieil homme frêle, au regard éteint, qui se fondait dans la foule comme une ombre. Depuis des années, Albert Fish échappait à la justice. Il changeait de pension de fortune en pension misérable, il passait inaperçu, se fondait dans le décor comme un meuble poussiéreux oublié dans un coin. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette fois, il avait laissé une trace. Une simple lettre, rédigée d'une main tremblante, avait signé sa perte. L'enveloppe avait été analysée sous toutes les coutures. La police ne trouva aucune empreinte. Aucune signature. Rien d'évident. Mais un détail, un simple détail, allait tout changer. Le timbre. Il provenait d'un hôtel miteux de la ville, un de ces endroits où seuls les oubliés du monde allaient mourir en silence. Les enquêteurs se rendirent sur place. Ils montrèrent la lettre au réceptionniste, interrogèrent les pensionnaires, scrutèrent les registres de l'hôtel. Un nom ressortit. Albert Fish. Il était là. Ou plutôt, il venait régulièrement. Il ne restait jamais longtemps, toujours sur le départ, toujours en mouvement. Mais il revenait toujours. Comme un loup qui rôde autour de sa tanière. La traque commença. La police surveilla l'hôtel jour et nuit. Des hommes en civil patrouillaient les alentours, guettant un vieillard au visage inoffensif, un homme qui ressemblait à n'importe quel grand-père. Mais il savait. Il savait que sous cette peau ridée, se cachait un monstre. Il savait ce qu'il avait fait à Grace Budd. Et peut-être à bien d'autres. Il savait qu'il fallait l'arrêter avant qu'un autre enfant ne disparaisse. Alors, ils attendirent. Et un matin, il revint. Il entra dans le hall de l'hôtel sans méfiance. Il marchait doucement, d'un pas lent, sa canne frappant le sol à chaque pas. Il ne vit pas les policiers postés dans l'ombre. Il ne vit pas l'inspecteur William King s'approcher derrière lui. Puis, une main se posa sur son épaule. Albert Fish ne sursauta même pas. Il se retourna lentement, leva son regard bleu délavé vers l'inspecteur, et sourit. « Albert Fish ?» demanda King. Un simple hochement de tête. « Vous êtes en état d'arrestation. » Il n'opposa aucune résistance. Il glissa ses mains en avant, se laissa menotter comme un vieil homme fatigué. Aucune peur, aucune panique, aucun remords. Il était ailleurs. Dans la voiture de police, l'inspecteur King le regarda à la dérobée. Le vieil homme fixait l'horizon avec une sérénité inquiétante. Comme s'il savait que son heure était venue. Comme si tout cela n'avait aucune importance. Comme s'il se réjouissait déjà de ce qui allait suivre. Un frisson parcourut l'inspecteur. Il avait arrêté un monstre. Mais il n'était pas sûr d'avoir arrêté le mal. L'interrogatoire avait lieu dans une petite pièce sans fenêtre. Une ampoule jaunâtre pendait du plafond, projetant une lumière crue sur la silhouette frêle assise face aux inspecteurs. Albert Fish n'avait pas l'air d'un monstre. Il ressemblait à un vieil homme fatigué, un grand-père banal, usé par les années. Ses mains tremblaient légèrement. Son costume élimé flottait sur ses épaules voûtées.
Mais ses yeux brillaient d'une lueur qu'aucun autre criminel n'avait jamais eue. Un mélange d'excitation et de sérénité, comme s'il savourait ce moment depuis longtemps. Comme s'il attendait depuis des années qu'on l'écoute. L'inspecteur William King s'éclaircit la gorge et ouvrit son carnet. « Parlez-moi de Grace Budd. » Albert Fish esquissa un sourire. « Tout. Il hocha la tête, croisa ses mains sur la table, et commença à parler. Sa voix était douce, presque apaisante. Mais ce qu'il racontait, c'était l'enfer. Il décrivit, dans les moindres détails, comment il avait attiré la fillette. Comment il l'avait déshabillée, comment elle avait pleuré, comment elle l'avait supplié. Comment il l'avait frappée, égorgée, découpée. Puis, il parla du festin. Il expliqua comment il avait fait bouillir ses petits morceaux, comment il avait assaisonné sa chair, comment il l'avait rôti dans son four. Il raconta la texture de sa peau, la tendreté de ses muscles, la douceur de la viande. Et pendant qu'il parlait, il souriait. Pas un sourire moqueur. Pas un sourire de défi. Un sourire sincère. Comme s'il évoquait un souvenir heureux, une chose précieuse. L'inspecteur King serra son crayon entre ses doigts. Il sentit sa gorge se serrer, ses entrailles se tordre. Il avait entendu des confessions de tueurs. Mais jamais comme celle-là. Puis, Fish commença à raconter d'autres histoires. Grace Budd n'a pas été la seule, vous savez. King retint son souffle. Combien d'enfants avez-vous tués? Le vieillard haussa les épaules. Je ne sais pas. Il laissa planer un silence. Puis, il se pencha légèrement en avant et murmura. Au moins une centaine. Le policier sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Où sont les corps? Albert Fish éclata d'un petit rire étouffé. Je les ai mangés. Un silence s'abattit sur la pièce. Le détective ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Fish, lui, attendit un instant. Puis, il ajouta. Mais vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Il rit à nouveau, un rire léger, presque enfantin. Ce n'est pas grave. Moi, je sais ce que j'ai fait. Il parla de l'enfant qu'il avait emmené dans une grange et qu'il avait éventré. De ce petit garçon qu'il avait attaché aux branches d'un arbre et poignardé à mort. De ces autres dont personne n'avait jamais retrouvé la trace. Il décrivit des dizaines de meurtres, chacun plus atroce que le précédent. Il parlait avec une précision déconcertante. Avec fierté. Pourquoi? Demanda enfin King, à voix basse. Le sourire de Fish s'effaça légèrement. Il haussa les sourcils, comme si la question le surprenait. Pourquoi? Répéta-t-il. Il réfléchit un instant. Puis, il se contenta de répondre. Parce que j'aimais ça. Puis, il sourit à nouveau. Un sourire qui ne s'effacerait jamais de la mémoire de ceux qui l'avaient vu. Le procès de l'affaire Albert Fish s'ouvrit le 11 mars 1935, dans une salle de tribunal où l'horreur s'invita comme une présence invisible. Les bancs étaient pleins. Des journalistes, des curieux, des familles en deuil s'étaient entassés dans la salle, leurs visages marqués par la fascination et le dégoût. Tous savaient qu'ils allaient entendre des choses qu'aucun esprit humain ne devrait concevoir. Mais personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Le vieil homme entra. Albert Fish ne ressemblait pas à un monstre. Petit, fragile, vêtu d'un costume gris trop grand pour lui, il marchait d'un pas hésitant, comme s'il était simplement venu payer une amende. Lorsqu'il s'assit à la barre, un silence absolu tomba sur la salle. Puis, d'une voix calme, sans la moindre hésitation, il commença à parler. Et l'enfer s'ouvrit. Chaque mot était une lame. Fish racontait tout, avec la précision d'un chirurgien et la fierté d'un artisan. Il décrivit comment il choisissait ses victimes, comment il les attirait, les torturait, les dévorait. Il raconta la douceur de la chair, la texture, la saveur. Il expliqua comment il aimait entendre leurs cris, comment le goût de leur souffrance lui procurait une satisfaction qu'il ne pouvait trouver ailleurs. Les détails étaient insoutenables. Un juré se leva brusquement. Il porta la main à sa bouche, le visage blême,
et sortit précipitamment. Puis un autre. Puis une femme du public, qui s'évanouit sur son banc. Le tribunal était devenu une scène d'horreur. Le juge l'interrompit à plusieurs reprises, lui demandant d'épargner les détails les plus atroces. Mais Fish souriait toujours. « Pourquoi vous arrêtez là ?» demanda-t-il, sur un ton presque amusé. « Monsieur Fish, vous êtes conscient de la gravité de vos actes ?» Le vieil homme inclina la tête. Puis, d'une voix douce, il répondit. « J'étais destiné à ça. » Les psychiatres étaient partagés. Certains affirmaient qu'il était totalement fou, incapable de distinguer le bien du mal. D'autres le voyaient comme un monstre parfaitement conscient, un homme qui avait choisi le mal en toute lucidité. Un expert affirma même « Si cet homme est fou, alors le diable lui-même l'est aussi. » Le procès dura 10 jours. 10 jours d'horreur. 10 jours où le monde entier découvrit ce que l'être humain pouvait engendrer de pire. 10 jours avant que la sentence tombe. Albert Fish était coupable. Coupable d'avoir brisé des familles. Coupable d'avoir terrorisé un pays. Coupable d'avoir franchi les limites du concevable. Mais la vraie question restait sans réponse. Était-il un fou? Un démon en chair et en os? Ou l'incarnation pure et absolue du mal? Personne ne le savait. Mais bientôt, il allait rencontrer la mort. Et peut-être, enfin, la vérité. Le 16 janvier 1936, un vent glacial soufflait sur la prison de Sing Sing. Un vent chargé d'une tension invisible, d'un pressentiment lourd. Les couloirs résonnaient du cliquetis métallique des clés, du frottement des bottes sur le sol de pierre. Dans une cellule sombre, un vieillard attendait. Albert Fish ne tremblait pas. Il ne priait pas. Il était assis sur son lit, le dos droit, un sourire étiré sur son visage ridé. Il était heureux. Quand on lui avait annoncé sa condamnation à mort, il avait simplement hoché la tête. Puis, il avait souri. « C'est merveilleux », avait-il murmuré. « Merveilleux » avait répété un gardien, horrifié. Fish avait cligné des yeux, l'air innocent. La douleur, voyons. Je vais enfin savoir. Il avait passé toute sa vie à chercher de nouvelles souffrances, de nouveaux supplices, de nouveaux plaisirs interdits. Et maintenant, il allait connaître la plus ultime d'entre elles. La prison était silencieuse. Les autres détenus s'étaient tus. Il savait que ce jour était spécial. Ce n'était pas un homme ordinaire que l'on allait exécuter. C'était un monstre. Et pourtant, c'était le seul à ne pas avoir peur. Minuit. L'heure du diable. Les portes s'ouvrirent, et Fish se leva avec docilité. Il tendit ses poignets, comme un enfant sage attendant qu'on lui noue ses lacets. Les gardiens échangèrent un regard. Ils ne comprenaient pas. Pourquoi n'était-il pas comme les autres? Pourquoi n'avait-il pas peur? Le couloir vers la chambre d'exécution était court. Fish avançait lentement, les chaînes cliquetant à chaque pas. Son sourire ne le quittait pas. Il murmurait quelque chose, des mots inaudibles, une comptine? Une prière? Les témoins dans la salle retenaient leur souffle. Les bourreaux attendaient, impatients d'en finir. Il s'assit sans qu'on ait besoin de le forcer. Il se laissa attacher, les sangles de cuir se refermant sur ses bras, ses jambes, son torse. Son cœur ne battait pas plus vite. Il attendait. Les électrodes furent placées sur son crâne, une autre sur sa jambe. Le silence était total. Le bourreau posa la main sur l'interrupteur. Et à ce moment-là, Albert Fish leva la tête. Son sourire s'élargit une dernière fois. Et il murmura quelque chose. Un mot. Un rire. Une prière. Personne ne sut vraiment. Puis, le courant fut lancé. L'odeur de chair brûlée emplit la pièce. Le corps de Fish se tendit violemment. Ses muscles convulsèrent, son sourire se tordit sous l'agonie qu'il avait tant désirée. Ses yeux s'ouvrirent si grands que les témoins en frémirent. L'expérience ultime était en train de le consumer. Quand enfin, tout s'arrêta, son corps fumait encore. Un gardien s'approcha, regarda ce qui restait du vieillard. Il était mort. Et pourtant, son visage était figé, dans un sourire. Un sourire trop grand, trop étrange. Comme si, au dernier instant, il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Quelqu'un murmura. Il est enfin en enfer. Mais une autre voix, tremblante, osa répondre. Ou peut-être,
qu'il y était déjà. Car en ce jour de janvier 1936, Albert Fish n'était pas parti en criant. Il était parti en riant. L'électricité avait grillé sa chair. Son cœur avait cessé de battre. Son corps carbonisé avait été retiré de la chaise, jeté dans une boîte de bois sans cérémonie. Mais Albert Fish n'était pas vraiment mort. Car certains monstres ne disparaissent jamais. Le silence retomba sur la prison de Sing Sing après l'exécution. Les gardiens reprirent leur routine. Les témoins rentrèrent chez eux, tentant d'oublier ce qu'ils avaient vu. Mais une rumeur se répandit parmi les hommes qui avaient assisté à la scène. Certains juraient avoir entendu un rire. Un murmure qui s'accrochait au mur bien après que le corps ait cessé de fumer. Un écho presque imperceptible, comme si quelque chose était resté. Les crimes d'Albert Fish auraient pu sombrer dans l'oubli. Un nom de plus dans les archives du mal. Un monstre de plus enfermé sous terre. Mais non. Il devint une légende. Son histoire se raconta dans les veillées les plus sombres. Ses lettres furent lues et relues, des morceaux de cauchemar gravés à jamais dans l'encre et le papier. Des criminologues tentèrent de comprendre. Des psychiatres analysèrent ses mots, disséquèrent son esprit. Les uns le voyaient comme un fou incurable. D'autres comme un pur prédateur, un démon sans remords. Et certains murmurèrent qu'il était bien plus qu'un homme. Les ombres de Fish s'étendirent bien au-delà de sa mort. Chaque enfant disparu dans une ruelle sombre semblait porter son empreinte. Chaque tueur en série qui suivit semblait danser sur ses traces. Il avait ouvert une porte vers l'indicible. Et derrière lui, d'autres monstres s'étaient glissés. Dans les rues de New York, des décennies après son exécution, on racontait encore son histoire. Les enfants chuchotaient son nom lors des nuits d'orage, comme une incantation interdite. Les parents baissaient la voix en évoquant ses crimes, comme s'ils craignaient qu'ils puissent encore les entendre. Comme si, quelque part, ils n'avaient jamais vraiment quitté ce monde. Car les ogres des contes de fées sont censés rester dans les livres. Mais Albert Fish était réel. Et si les monstres de son genre ont existé une fois, qu'est-ce qui empêche un autre de naître? Alors, la nuit, quand vous entendez le vent frôler votre fenêtre, quand vous croisez un vieil homme au regard trop pâle dans une rue mal éclairée, quand vous sentez un frisson sans raison dans votre dos, posez-vous la question. Et si quelque part, un autre monstre écoutait encore?